Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette présentation de WH Self-Invest. Je suis le H, Pascal Hirtz, le H du WH. Et le sujet de ce soir, c'est un sujet un peu qui sort un peu de la norme, un peu pas commun, on va dire, puisque je vais partager avec vous mes résultats de trading automatique qui ont commencé il y a 5 ans et demi, c'est-à-dire en octobre 2014. Alors, l'agenda, je dirais, n'épiloguons pas là-dessus et fonçons droit dans le sujet, le vif du sujet. Alors, je reviens un petit peu juste comme ça pour que ça vous donne un petit peu un contexte. Donc, moi, j'ai commencé en fait le trading avec les varans. J'étais à Paris, j'étais avec mon associé, le W, le Wouter Warmoes, le W de WH. Et puis, lui avait travaillé chez JP Morgan. Et donc, il connaissait mieux la finance que moi. Et donc, il m'a appris un peu les varans, le varan sur le CAC, le varan sur enfin sur le dollar, les varans sur le je ne sais plus quoi, etc. Et ça, c'était un peu la formation, quoi. Puis après, on a commencé notre compagnie WH Self Invest en 98. Et donc, on offrait des comptes américains, donc les actions américaines. Et puis, on a commencé à offrir les futurs. Alors, je me suis mis à travailler un petit peu sur les futurs, le DAX, spécialement le DAX, qui était mon futur préféré. Et à un moment, il y a 10 ans, j'ai dû faire une pause. Et bon, il faut dire, il y avait beaucoup de travail, le boom, on va dire, des CFD dans les années 2008, etc. Mais aussi, je m'étais fait un peu rosser et j'avais un petit peu besoin de souffler. Et j'avais quand même perdu un petit peu des plumes dans cette affaire. Et j'ai repris en 2011 sur les futurs, sur le DAX. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est déjà une chose que vous pouvez déjà prendre pour vous. Bonjour Franck. C'est euh, si vous arrive à un moment ou à un autre dans votre apprentissage de perdre et de perdre à répétition et de vous en vouloir parce que vous n'êtes plus en contrôle, vous faites des bêtises, c'est une très bonne chose, c'est très salutaire de faire une pause, une année par exemple, et quand vous revenez, vous êtes beaucoup plus froid par rapport aux événements et beaucoup plus à même de contrôler votre émotion, ne pas utiliser de grandes on va dire, taille de position, ce genre de choses, quoi. Éviter les grandes pertes, grosso modo, quoi. Donc, une première leçon, c'est une pause. C'est comme si on cauterisait une, une blessure. Ça permet de, je dirais, diminuer tout le côté un peu stress, etc. Et on revient beaucoup mieux préparé, à mon sens. En tout cas, c'est ce que moi j'ai expérimenté, quoi. Alors, 2013-14, on avait nos comptes donc toujours futurs, on avait les comptes CFD, donc pourquoi pas commencer sur les CFD qui sont plus petits. Donc, j'ai commencé à trader le DAX DAO, la livre sterling, l'euro, euro contre USD, le Bund, le gold, oil. Donc, ça faisait 7 instruments, un petit peu de tous les types, on va dire, un petit peu de catégories. Il manque juste là-dedans peut-être les choses agricoles, quoi. Et, et ça, c'était déjà un petit peu un mix, un petit peu de trading auto. Et alors, 2014 à 2020, c'est-à-dire les 6 dernières années, j'ai fait tourner des stratégies en mode automatique, quoi. Et ça, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, quoi. C'est de voir la performance et qu'est-ce que j'ai retenu un petit peu de ça et le partager avec vous parce que vous êtes, comment dirais-je, un petit peu nos loyaux partenaires d'une certaine manière. On est partenaire avec vous et vous nous le rendez. Et si je dois le partager avec quelqu'un, ça c'est autant le partage avec vous, puisque vous nous faites vivre, vous êtes nos clients. Et, et donc, d'où on va dire le sujet de ce soir, quoi. Alors, 2014, démarrage du trading. J'ai mis à côté un chart qui représente en fait typiquement le type de stratégie que j'ai tradé, c'est-à-dire tree line break.
Donc ces choses qu'on voit, cette espèce de, pour ceux qui ne connaissent pas, ces bandes comme ça, c'est du tree line break, c'est typiquement dérivé d'un graphique tree line break. Et ce soir, je ne vais pas expliquer vraiment le tree line break, comment ça marche dans le détail. Il y a plein de présentations sur ça qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais une chose très importante s'est produite en 2009. J'ai commencé à programmer dans Express. Donc Express, c'est un langage de programmation qui est propre à la plateforme. N'importe qui connaît la programmation n'a aucun problème pour programmer dans Express. Tout programmateur ou tout programmeur qui a un petit peu d'expérience, il s'adapte très facilement à ce type de programme. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne peux pas dire vraiment il ressemble à quoi ce programme, mais c'est quelque chose d'assez, je dirais, simplifié pour les besoins d'une plateforme de trading, parce que dans une plateforme de trading, il y a besoin de beaucoup moins de ressources ou de possibilités que si vous prenez un programme pour je sais pas, développer un centre de gestion je sais pas, d'abonnement ou de j'en sais rien. Ici, c'est beaucoup plus simple, mais c'est très important. Et donc, à ceux d'entre vous qui peut-être flirter avec l'idée, pourquoi pas un petit peu faire de programmation, très chaleureusement et très, je suis convaincu que c'est un très bon investissement que d'apprendre à programmer. Je suis 100%, 150% convaincu de ça. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont tentés par la programmation, eh bien, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis, en plus, programmer dans le contexte du trading, c'est beaucoup plus simple que de programmer dans un contexte beaucoup plus large, quoi. Alors, mars 2014, je me rappelle avoir commencé donc avec ces 7 instruments dont je parlais avant. Et là, j'avais le Twin Chart qui est à l'intérieur de la plateforme. Et le Twin Chart, c'est un graphique additionnel, complémentaire, que l'on peut afficher dans une sous-fenêtre avec une agrégation différente, donc par exemple journalière. Et puis vous tracez vos lignes de tendance, etc. Et puis vous déterminez une tendance, et puis vous dites, bon ben voilà, tant que je suis dans la tendance, et ben je vais trader aujourd'hui, je sais pas, à l'achat ou à la vente, selon la tendance, quoi. Et donc j'ai commencé en fait le trading automatique dans ce cas-là, dans ce cadre-là. Et je me suis tout de suite mis sur le cloud, c'est-à-dire le service VPS. J'en parlerai un petit peu après. C'est-à-dire le concept de faire tourner une stratégie ou plusieurs stratégies sur une plateforme qui est chargée sur un serveur tierce qui ne m'appartient pas, mais dont je loue l'espace. Et donc, ça tourne à distance. Moi, je peux ouvrir mon PC et faire autre chose. En parallèle, je sais que j'ai une plateforme qui tourne avec mes stratégies. Et puis, dans ces recherches de stratégie, etc., un élément très important, c'est le filtre de tendance. Et le filtre de tendance, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je me rappelle de présentations que j'ai données à Marseille, où une des personnes parmi les gens qui étaient présents ce jour-là m'a dit, oui, mais monsieur Hir, c'est facile, vous tracez la ligne, mais ça c'est après coup, etc. Donc, c'est vrai que à l'instant présent, on doit être capable de déterminer une tendance et d'utiliser cette information pour filtrer nos signaux. Donc, il est nécessaire de construire des indicateurs qui nous donnent qui ont ce pouvoir de nous donner une bonne indication de la tendance. Donc, en 2014, j'ai commencé à programmer ce genre de choses. Et puis, durant l'été, j'étais là avec mon fil de tendance, j'étais là avec mon tree line break que j'aimais bien parce que c'est assez simple et visuel. Et puis, je tombe là sur des backtests vraiment performants. Et alors, quand on tombe sur un backtest performant, la première chose à faire, c'est vous rajouter 300 jours, 100 jours, 50 jours, 200 jours, 500 jours au backtest et vous regardez ce que ça donne. Et normalement, votre bon résultat disparaît, s'effondre. Et là, non, ça restait bon. Alors je rajoute, et ça restait bon. Donc je me dis, tiens, ça c'est bien la première fois que je vois quelque chose qui a l'air d'être
stable dans le temps, performant. Et je me dis alors, octobre 2014, tradons-le parce qu'on n'a qu'une vie et comme beaucoup d'entre vous, je me posais la question, est-ce que c'est possible de trader profitablement, mais de façon, on va dire, avec une certaine constante, ouais. Et du coup, comme de par mon travail de chef d'entreprise, j'ai pas beaucoup de temps pour vraiment trader dans la journée. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de façon automatique. Et comme j'avais programmé un petit peu des outils, des choses comme ça, et puis comme on a la chance d'avoir cette plateforme merveilleuse qui nous permet d'automatiser et de trader en mode automatique, je me suis dit, allez, hop, je me lance. Donc l'idée au départ, c'était de se dire exactement la question là, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Peut-être que c'est pas possible. Dans ce cas-là, peut-être j'essaie quelques années, puis j'arrête, et puis je saurai que c'est pas possible. Ou alors, peut-être je découvre que c'est possible. Donc ça, c'était vraiment la question. Et la question, on peut y répondre quand on pratique en réel, et puis on commence à avoir ce que les Anglais appellent track record, c'est-à-dire une série de résultats produits en réel, pas en backtest, mais en réel. Alors on peut commencer à parler et dire, oui, bon, est-ce que c'est possible ou pas possible, quoi. Donc on va voir dans la présentation qu'est-ce qu'on peut dire en fonction des résultats. Hein. OK, alors, octobre 2014, j'ouvre un compte CFD, je mets, il y avait en fait de l'argent qui était déjà dessus, donc 13 700. Ça, c'était donc c'est pas un grand compte, d'accord? Mais pour commencer à appliquer un concept, une stratégie et trader en réel, c'était très très bien. Alors la stratégie, elle utilisait le signal Treeline Break. On voit à côté des images de à quoi ça ressemble, Treeline Break. Oui. Et en haut à gauche, vous voyez, on a le fond d'écran là qui est rose. Ça, c'est l'effet du filtre de tendance. Donc, j'ai développé un filtre de tendance, j'en ai parlé perso, ok, mais il y a beaucoup de filtres de tendance disponibles qui sont très performants, d'accord. Et vous voyez que vous avez la bande verte, puis vous avez la bande rouge, puis une bande verte, rouge. Donc, aux intersections, quand on change de couleur, en gros, il y a des signaux. Et on voit là que le marché monte, puis ça redescend. On rentre en position avec 4 en short. Il y en a 2 qui sont exécutés au début, 2 autres sont exécutés plus loin. Et puis, on a un stop qui suit. On a en fait 2 niveaux d'objectifs. Et donc, ça, c'était grosso modo le contenu. Et c'est le contenu de la stratégie. D'accord? Alors, ici, vous voyez, ça, c'est des journées mauvaises où ça peut arriver que on rentre en position, on est stoppé, on rentre dans l'autre sens, on est nouveau stoppé et donc on perd. Alors, en général, on perd pas des grandes sommes parce que quand on attrape des mouvements comme ça, on rattrape vite ces petites pertes. Mais tous les jours, c'est pas toujours très bien, quoi. Et alors là, vous voyez en dessous le genre de situation. Typiquement, le marché est volatile dans la journée, puis après, il est littéralement assoupi. Et ça, c'est la différence entre une journée et une autre journée, quoi. Puis après, le marché reprend. Donc, vous voyez ici, par exemple, dans les toutes premières semaines, j'avais un stop, j'avais un objectif. Et puis, en fait, j'ai rajouté le filtre flat qui permet de clôturer la position à la fin de la journée. Et donc, ça, c'est la seule modification que j'ai ajoutée, en fait, au réglage depuis octobre 2014, quoi. Tous les réglages sont exactement comme ils étaient en octobre 2014. Ça, c'est un point important à retenir. Hein. Alors, sur quoi, dans ce compte, j'ai tradé en fait Germany 30, Nederland, Eurostox, et puis le WTI, c'est-à-dire maintenant ça s'appelle US Crude, et avant ça s'appelait différemment. Je ne me rappelle plus. Toujours est-il que, entre parenthèses, on voit le nombre de lots. Donc, 2 lots. Donc, un lot, c'est un contrat. Hein, donc, 2 contrats. Donc, Germany, hein, vous voyez, ça fait à peu près dans les 10 000 points. 2 fois, ça fait une taille de 20 000.
Donc, et à l'époque, ça valait pas 10 000, ça valait peut-être un peu moins vers 2014, peut-être 6 000, 7 000, je ne me rappelle plus exactement, mais on va dire 2 fois, ça faisait pratiquement la taille du montant du compte. Donc, je pense à peu près dans les 7 000 points, 2 fois 7, 14. Vous voyez, le montant, c'est 13 000. Donc, 14 divisé par 13 000, grosso modo, c'est du une fois. Levier 1. C'est rare qu'il y ait les 4 instruments qui soient ouverts en même temps, aux mêmes heures, le même jour, au même moment. Donc, la plupart du temps, vous avez 1 voire 2 positions qui s'ouvrent. Et puis, comme il y a des objectifs, ça se referme. C'est pas que ça va rester ouvert toute la journée non plus. Donc, vous voyez qu'en termes de taille, dans le maximum des cas, il peut y avoir 1, 2, 3, 4 positions ouvertes. Et les positions sont taillées de manière à ce que, en gros, ça soit plus ou moins équivalent à 2 fois le DAX, quoi. OK. Alors, passons aux choses sérieuses, les résultats. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les résultats annuels, c'est-à-dire un chart avec des barres. Et puis, vous verrez la courbe orange. La courbe orange, ça représente le cumul, le gain cumulé. OK? Donc, ça, c'est en fait les résultats de ce premier compte de CFD avec 4 positions hein, possibles, potentielles. Donc, on a ici l'année 2014. Alors, ça, c'était juste octobre, novembre, décembre, donc un trimestre. Puis l'année 2015, 16, 17, 18, 19, le premier trimestre 2020. Donc, vous voyez que quand on regarde la courbe orange, OK, hein, on peut dire que c'est positif. C'est positif. On voit qu'il n'y a pas des grandes pertes au niveau de l'année. Hein. Là, ces pertes-là sont quand même relativement modestes, mais il n'y a pas des grandes pertes. Et en fin de compte, vous voyez, bon, le gain là du premier trimestre, c'est de l'ordre de grandeur d'une année. C'est moins grand que l'année 2015. Et donc, je dirais, sur le vu de cette sur le vu de ce chart, grosso modo, je conclurai que oui, c'est possible. En tout cas, on rentre dans la 6e année. Au mois d'octobre, ça fera 6 ans. Hein. Maintenant, c'est 5 ans et demi, donc ça fera 6 ans. Donc, bon, encore 4 ans, ça fait 10 ans. Bon, je veux dire, je pense que c'est possible. Maintenant, je suis convaincu que c'est possible. Alors, il y a une question ici d'Alain. Bon, Zouk m'a posé une question, mais ça c'est. Il m'a aussi envoyé un email, je lui répondrai à son email demain. En moyenne, combien de trades fait-vous par instrument? Alors, je vais revenir là-dessus. Alain me pose une question en termes de l'intensité. C'est pas une intensité immense. On va voir maintenant le chart instrument par instrument et on va le voir mensuellement. Donc, si vous prenez par exemple le CFD, en fait Germany 30, vous voyez que il a fait une bonne performance. Il y a juste l'année 2019 où pratiquement il a commencé et en fait il a perdu dans l'année 2019 quoi. Mais regardez au niveau des performances mensuelles. Donc les barres bleues c'est gain ou perte par mois. Alors je dirais, je ferai plusieurs remarques. Vous êtes des gens expérimentés, donc regardez les gains les plus importants. On a 2014 ici, début 2015 on va dire. Vous vous rappelez la discussion, les taux, est-ce que les taux vont pas remonter et puis pas mal de mouvements dans les marchés. Puis vous avez ici le début 2016, beaucoup de volatilité dès janvier 2016. Je ne sais pas si vous vous rappelez, beaucoup de volatilité. Donc cette stratégie, elle réagit à la volatilité puisqu'elle a un filtre de tendance, donc qui fait trader dans la tendance. Donc quand il y a une tendance, en l'occurrence, quand vous avez le marché qui s'effondre pendant quelques 3-4 semaines par exemple, bah, au bout d'un moment, chaque jour, ça vous indique d'aller short. Votre stratégie va short et tôt ou tard vous attrapez des bons trades et c'est là que vous réalisez votre gain important, on va dire. Après le reste du temps, rappelez-vous 2016, on attend l'élection de Trump, on attend le Brexit
la volatilité chute énormément. Et avec la volatilité qui chute, vous voyez, ça a gagné encore, mais la pente n'était plus la même. Donc, une stratégie qui suit la tendance, elle est quand même sensible à la volatilité. Donc, on a quand même eu une année, 2 années de faible volatilité, et puis un petit peu d'action de nouveau juste avant l'été, en 2018. On avait en fait un très bon premier trimestre en 2018. Là, ça ne s'est pas répercuté sur le DAX, mais sur d'autres instruments, oui. Et puis, fin d'année, je ne sais pas si vous vous rappelez, le marché qui s'effondre durant le mois de décembre. Et là, tac, tout de suite, ça déclenche des bons résultats. Et puis après, cette espèce de crash dû au corona, plus le rebond qui suit en février-mars de cette année, où là, forcément, il y a une tendance à la baisse. Tous les jours, on va à la baisse, plus ou moins. On attrape du résultat, quoi. Donc, les autres performeurs, en fait, sont l'AEX, c'est-à-dire le Netherlands. Donc, lui, il y a aussi, vous voyez, que vous regardez en termes de début 2016, début 2018, début ici de l'année. Donc, les phases de mouvement, ça capture. Le reste du temps, on monte, on descend, on monte, mais plutôt à la baisse, puisque vous voyez le total qui stagne un petit peu, quoi. Mais à l'issue quand même de ces années, on n'a pas perdu. Quand vous pensez au taux d'intérêt négatif, c'est quand même pas mal non plus, quoi. Alors l'Eurostoxx, lui, un très beau départ, puis après, on perd. Un super mois de mars, on est nouveau en positif, et donc on n'a pas perdu, mais c'est sûrement pas le meilleur performeur, quoi. Et alors le WTI, donc le pétrole, ça c'est très intéressant parce que la courbe, elle est très bien, elle est très régulière. Là, on n'a pas réussi à percuter avec on va dire la période Corona, mais on a surtout une grande perte. Là, on voit au mois de janvier. Pour le reste, ce qui est intéressant avec le pétrole, c'est que je le trade aussi en futur, et en futur, les résultats sont plats, alors qu'en CFD, ils sont bons. Donc là, il y a une différence entre CFD et futur, mais on reviendra un petit peu là-dessus plus tard, quoi. Alors, ça, ce sont donc les 4 instruments que j'ai tradés en automatique. Donc, rappelez-vous, c'est la même stratégie, le même réglage depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'ai rien touché. Ouais. Donc, sur le global, 6300 de gains sur 6 ans pour 13 000 de capital, cela fait 8%. Donc, ça fait 50% divisé par 6, quoi. 8 fois 6, 48. Ouais, ça fait du 8%, tout à fait. Mais, alors Franck fait cette remarque, très bonne remarque, mais n'oubliez pas dans quelle optique j'étais, c'est-à-dire, bon, après coup, sachant que la stratégie au total, chaque instrument, la stratégie n'a pas performé de la même façon pour chaque instrument, mais au total, elle a performé correctement et avec un minimum de levier. Parce que vu que vous avez rarement des positions qui sont ouvertes tout en même temps, au même moment, le levier, il est aux alentours de entre 1 et 2. Oui. Donc ça veut dire que si j'étais plus agressif, j'aurais pu, par exemple, augmenter la taille des positions, alors ça serait 16%, vous voyez, si vous doublez. Mais ce qui comptait ici, c'était la recherche de la vérité, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Et de le faire de façon honnête, objective, et même si de temps en temps, à un moment, je jetais un coup d'œil pour voir ce qui se passait en termes de journée, et puis je voyais, je devrais sortir de cette position, je me disciplinais, non, reste dedans, c'est comme ça, si tu perds, on s'en fiche, ce qui compte, c'est la vérité. Est-ce qu'au bout du compte, c'est faisable d'accomplir un type de performance comme ça? Alors maintenant, je vais vous montrer, parce que on va dire les résultats positifs étant, je me suis dit, bon, la logique, c'est d'augmenter maintenant la taille des positions. Donc, alors j'ai ouvert un autre compte pour traiter d'autres CFD.
qui a donné aussi des bons résultats. Ça, c'était vers 2015, octobre 2015 à peu près. Et puis alors, vers 2017, donc ici, là, vous voyez, là, 2017, là, vers mars 2017, j'ai ouvert un compte futur, j'ai mis plus d'argent et les mêmes stratégies sur une sélection entre les deux comptes CFD les meilleurs, quoi, ce qui performait le mieux, avec donc 7 instruments pour un compte futur, quoi. Et de nouveau, alors j'ai pas pris le DAX, j'ai pris le mini DAX. Et de nouveau 2 contrats mini DAX comme, on va dire, comme niveau de taille de position, quoi. Alors, ça c'est le résultat du compte futur. Donc, le compte futur, il a commencé en 2017 par une perte, vous voyez, et puis il a rattrapé tout en 2018. 2019, c'était une perte, mais pas très grande, hein. Et puis 2020, dans le premier trimestre, il a cartonné très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le chart de... Je vais vous remettre le chart des CFD. Je remets le chart des CFD. Et regardez bien, donc 2017, 18, 19, 20. Alors, hop. Alors, bon, je recule. Voilà. Regardez, 17, 18, 19, 20. Même si je n'ai pas exactement les mêmes instruments, vous voyez, on retrouve le même profil de performance. Pratiquement la même chose en termes de proportion. Une perte, un gain, une perte, un gain. Des pertes faibles, mais des gains comparativement 3 fois plus grands que les pertes, quoi. 3 à 4 fois plus grands que les pertes, quoi. Donc, regardez. Donc, vous voyez, d'un point de vue de conjoncture, c'est finalement que vous soyez sur le futur ou les CFD, euh, euh, vous devriez performer de la même façon. Le fait d'être sur un CFD par rapport à un futur ne devrait pas vous créer un tort, on va dire. Donc ça, c'est important parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes sur des comptes CFD où vous avez, où vous voulez peut-être commencer ce genre de choses sur des comptes CFD. Donc, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, pour du trading comme ça, day trading, et je vais bientôt revenir sur l'histoire de l'intensité ou pas, le nombre de trades, etc. Sur du trading day trading, il n'y a pas de grande différence qu'on soit sur CFD ou futur en termes de statistiques. Si c'est bon, ben c'est bon dans les deux. Si c'est mauvais dans les deux. Alors maintenant, on regarde en termes de qu'est-ce qu'il y avait là-dedans dans le panier. Là, dans ce panier, il y a l'AEX, donc on retrouve le Netherlands, l'AEX, et il a une meilleure performance que. Donc, bon, c'est difficile à comparer parce que l'autre, le CFD, il commençait en 2014, donc il faudrait imaginer qu'est-ce qui s'est passé, mais oublions maintenant la comparaison. Remarquons juste qu'il y a quand même une certaine volatilité, c'est-à-dire que la première année, il a presque perdu 8000 et il a rattrapé la deuxième année, et puis en début de 2019, et après plus rien en 2019, et puis après 2018, enfin 2020. Et vous voyez, 2020, c'est des beaux mois, mais c'est pas plus grand que ce qu'il y a eu avant. Mais une belle performance sur sur 2 ans écart, quoi. Une belle régularité dans la courbe orange. Ensuite, le CAC. Donc le CAC, plus petit les tailles de gains ou de pertes. Et grosso modo, un gain, pas spectaculaire, mais bon, pas perdu non plus, hein, au sens de globalement. Donc, ouais, pourquoi pas. Hein. Ensuite, l'Eurostoxx. Alors, l'Eurostoxx, ça, c'est pas un grand performeur, mais bon, ici, il performe mieux qu'avec les CFD. Et vous voyez que un trimestre, là, il performe très bien, alors que peut-être ce qu'on a vu avant, c'était un AUX, lui va plutôt performer là. Donc, l'idée, vous voyez, d'avoir différents instruments, c'est pas une mauvaise idée, on va y revenir. Et puis, le crude, alors vous voyez, je vous avais dit avant, j'avais une performance très relativement bonne avec les CFD que je ne retrouve pas du tout.
J'ai passé au moins 10 heures à analyser. J'ai des copies d'écran de chacun des trades. J'ai une copie d'écran. Du filtre de tendance, de la fenêtre dans laquelle je fais les trades, j'ai une copie d'écran. Et depuis 2014. Donc, je peux revenir comparer le CFD au futur et tout ça. J'ai fait toute une analyse, tout un truc. Je ne suis pas capable de conclure c'est quoi vraiment la différence. De temps en temps, le chart est légèrement différent. Et puis, le filtre de tendance est légèrement différent parce que on a une cotation de CFD, là, on a une cotation de futur. Donc, je sais pas. Avec un DAX, c'est très, très, très semblable. Mais avec un crude, ça ne marche pas terrible. Donc ici, bon, match nul, hein, on a capturé quand même dans le mouvement. Vous voyez, ici, on a quand même capturé, alors qu'avec le CFD, on avait perdu ici. C'est comme ça. On ne peut pas toujours tout maîtriser et tout comprendre. C'est comme ça. Alors ici, le DAX. Donc là, c'est très intéressant parce que on retrouve dans les CFD, je vous avais dit qu'en 2019, le DAX, il avait baissé. Et bien dans les futurs, il a aussi baissé. Donc vous voyez que ça, c'est la démonstration de ce que je viens de dire, c'est-à-dire mettez le crude à part. Pour le reste des contrats, ça marche pour les CFD, ça marche pour le futur. Ça échoue en futur, ben ça échoue en CFD. Donc, on peut tout à fait commencer avec des CFD, par exemple, et puis plus tard, si on arrive à trouver quelque chose d'intéressant, on peut toujours dire je passerai un jour sur futur. Mais ce qu'on peut avoir comme information rassurante, c'est que si j'arrive à performer avec des CFD, je devrais arriver à performer avec des futurs, quoi. OK. Alors ensuite, SMI, alors lui, c'est un peu comme un passager clandestin. Comment dirais-je, il apporte pas grand-chose. Il est plat comme une crêpe. Mais bon, peut-être qu'un jour il performera, je ne sais pas. Et alors, on arrive au dernier contrat. Et le dernier contrat, vous allez voir, c'est lui un petit peu qui a fait la différence pour 2020. Mais voilà, donc je vais vous le montrer. C'est paf, le Nikkei. Ouais. Donc le Nikkei, là j'ai dû changer l'échelle sur le côté. Vous voyez, le Nikkei, avant mon échelle elle allait jusqu'à 12 000 hein, dans les autres charts précédents. Donc lui, voilà, ben, il était un peu comme la UX. Hein. La UX, il était vers 8-10 000 là maintenant. Et ben, le Nikkei, il était là, sauf que au mois de mars, il a vraiment cartonné de façon très spectaculaire, de manière à faire un gain de plus que, enfin, à amener, on va dire, faire un gain sur le mois de l'ordre de 20 000 et d'amener le résultat dans les 30 000, quoi. Donc, le Nikkei, très intéressant parce que je le trade aussi avec les CFD et j'ai aussi ce genre de résultat avec les CFD, mais pas si grand, pas aussi spectaculaire. Mais quand même, on va dire avec les CFD, j'ai toute cette phase de montée, mais pas aussi spectaculaire que ça pour le mois de mars. Mais le Nikkei, c'est très intéressant parce que c'est un indice qui commence à 2 heures du matin. On peut le trader dès minuit. Donc mes stratégies, en fait, en termes d'heures, elles commencent de 0 heure à 12 heures pour le Nikkei. Donc, il faut le voir, ça capture les choses qui se passent le matin. Oui. Donc, lorsque nous avons eu cette histoire quand les nouvelles du coronavirus chaque jour étaient plus négatives les unes que les autres durant le mois de mars, eh bien, la nouvelle était digérée aux États-Unis. Et en fin de journée aux États-Unis, c'est en fait le début du marché japonais. Donc, on peut imaginer le marché arrête aux États-Unis à 4 heures de l'après-midi. Et puis, ce qui est pour nous 22 heures. Et puis, je ne sais pas, vers minuit chez eux, le marché japonais, il a commencé. Donc, les mauvaises nouvelles traitées par la presse américaine, peut-être impactent du coup les financiers
qui sont debout à cette heure-là, les Japonais, et le Nikkei est un petit peu celui qui entraîne les autres dans la chute. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Donc, on a une succession d'ouvertures à la baisse pendant plusieurs jours, et voire même 3 semaines. Et du coup, la stratégie a capitalisé là-dessus, quoi. Alors, il y a une question ici. Quel est l'avantage de passer sur futur? Vincent demande. Vincent, les futurs, il y a plusieurs avantages. Mais la première chose, c'est avant tout une question de taille. C'est-à-dire, si je veux faire un apprentissage parce que je veux apprendre le trading, je ne parle même pas du trading automatique. Déjà, apprendre un petit peu à trader. Mon conseil, CFD. On va sur les CFD, on travaille avec un compte petit, modeste, on fait des erreurs, les erreurs coûtent peu cher parce que le compte est petit, les positions sont petites, et on fait le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on arrive à développer une approche, une stratégie, des stratégies, et qu'on ait de l'expérience, etc. Quand on devient plus performant, alors on peut continuer bien sûr sur les CFD, mais d'un autre côté, sur les futurs, qui sont un peu plus grands, sur lesquels il faut un compte un peu plus grand, on a la grande chance de trader à l'intérieur du marché. Le marché dérivé, comme par exemple le Chicago Mercantile Exchange, l'Euronext pour les produits futurs, l'Eurex qui est en Allemagne pour trader le DAX, etc. Combien faut-il investir sur un compte futur, Michel? Je dirais, bon, de nos jours, on vous permet d'ouvrir un compte futur chez nous à partir de 2 500 €. Mais si on veut faire plusieurs contrats, vous prenez par exemple, il y a pas mal de contrats qui ont une marge intraday de l'ordre de 1 500 à peu près euros. Donc, si je veux trader sur 4 contrats, 4 fois 1 500, ça fait déjà 6 000. Il faut quand même que j'ai un petit peu de capital au cas où je perds. Donc, supposez que j'accepte de perdre 6 000, il faut quand même qu'il me reste encore 6 000. Donc, 6 et 6 et 6, vous voyez, peut-être que je suis déjà à 18 000 pour pouvoir commencer juste avec un contrat. Moi, j'ai commencé avec 2 contrats par instrument, donc il faut doubler un petit peu la chose. Donc, allez, il faut quand même 25 000, il faut quand même ce genre d'ordre de grandeur pour les futurs. Maintenant, avec un compte CFD, je peux aussi travailler avec un mini contrat. Donc, on peut imaginer que je travaille avec des quantités très petites. Ce qui est important, c'est d'avoir les mêmes cotations quand même que les contrats CFD, Germany 30, etc. Pour pas être sur quelque chose de complètement différent. Mais normalement, un CFD mini, un CFD plein, c'est la même cotation. Donc, on peut faire avec des CFD, quoi. Alors, les enseignements. Est-il possible de revoir un instant les résultats du CFD DAX? Hop, on revient sur le DAX. Voilà, ça c'est le CFD DAX. Vous voyez la perte là? C'est pas exactement le même timing. Avec les futurs, ça avait commencé un peu plus tôt, mais il y a clairement une perte avec le DAX en 2019. Ok. On vous enverra la présentation, hein. Alors, les enseignements. Alors, bon, la première chose, rappelez-vous la question, est-il possible de trader profitablement sur les futurs et les CFD en mode automatique? Je dirais oui. Je dirais oui. Je pense que c'est possible, puisque cette expérience a montré que, en tout cas, dans mon cas, avec ces stratégies, ça a marché. Alors, ça ne veut pas dire que ça marchera encore dans le futur, hein. Ça, on n'est jamais sûr. Est-ce que, parce que le marché change, les habitudes changent, la liquidité change, il y a beaucoup de facteurs qui influencent en fait les prix, etc. Donc, mais ce qu'on peut dire d'un point de vue purement factuel, c'est que j'ai commencé avec des stratégies, j'ai fait des backtests, comme je l'avais expliqué. Quand j'ai commencé, c'était 7 ans. Après, une fois que j'ai commencé, on va dire, après avoir fait 2 ans de trading automatique, j'ai plus jamais fait un backtest pour moins que 10 ans. Dans la nano,
la plateforme qui s'appelle Nano Trader, là, on l'appelle Nano. J'utilise les cotations, les prix historiques pardon, des futurs qui remontent à 10 ans. Et donc, je fais toujours des backtests de 10 ans. C'est devenu un peu une habitude. Alors, bien sûr, on peut discuter est-ce que c'est bien ou pas bien, mais toujours est-il que ici, je n'ai pas changé le réglage. Donc, c'est quand même, je trouve quand même ça relativement quand même impressionnant parce que si j'avais touché au réglage, on pourrait dire oui, mais là, j'ai pas touché, quoi. Donc, j'ai pas touché. Donc, j'estime que c'est quand même une bonne performance. J'ai pas touché et la courbe est quand même montée. Donc, bon. Alors, quand on regarde en termes de la performance au niveau de chaque compte, 3 CFD sur 4 ont gagné, DAX, AEX, WTI. 5 futurs sur 7 ont gagné, AEX, CAC, Eurostoxx, Minidax, Nikkei. Et il n'y a pas un seul instrument qui a connu une courbe de performance, vous voyez, qui part vers le sud et de façon soutenue, quoi, qui, mois après mois, année après année, ne fait que perdre. Ça, j'ai pas connu. Avec ces stratégies, j'ai pas connu ça, quoi. Peut-on faire des backtests sur les CFD? On peut faire des backtests sur les CFD, oui, Hervé, mais on a une certaine limitation dans la quantité de données, de prix historique, 223 jours. Pour commencer, c'est largement suffisant. Okay, si maintenant on veut aller plus loin, il est aussi possible de demander à s'abonner aux données historiques de futurs qui sont de très haute qualité parce que c'est vraiment les prix tels qu'ils ont été tradés sur les marchés. Ça, c'est très important. Ce n'est pas des prix triturés, c'est des prix vraiment tels que les marchés, enfin, c'est les prix qui viennent du marché. D'accord? Tick par tick, ça fabrique une base de données de prix historique et c'est ça qu'on fournit. Et donc, ça a un coût, c'est 50 € par mois. Donc, ce n'est pas un truc qui est donné, mais si on veut arriver à un résultat et faire les choses de façon un peu pro, en tout cas, pour quelques mois, si vous voulez vraiment investiguer, ça vaut tout à fait la peine d'investir ce genre de somme quelques mois pour développer, pour faire du travail un petit peu intense. N'oubliez pas que si vous ne faites pas ça, vous allez sur le marché, vous faites des conneries, vous perdez très rapidement 50 €. Hein. Alors, en termes d'intensité, je n'ai pas vraiment le chiffre quantité de trade, mais on va dire dans une seule journée, vous voyez par exemple ici, ça c'est typique. Il y a une journée ici, il y a un trade ici, perdant, puis après là, il y a un trade gagnant. Vous voyez, 2 trades. Vous voyez le type de signaux, on est sur du 10 minutes, ce n'est pas des signaux qui vont... vous n'allez pas avoir 50 signaux dans la journée, quoi. Vous aurez 2-3 signaux. Si en plus vous limitez un petit peu avec le temps, bon, bah, vous avez un signal, 0 signaux. Donc, c'est pas très très intense en termes de nombre de trades. Et de temps en temps, on peut le voir dans les charts de performance. Il y a des mois, il n'y a même pas un trade. Hein. Ça peut arriver. Hein. Tout simplement parce qu'on est dans un range. Et puis les 3 dernières années, mis à part le mois de mars, on a quand même été souvent dans des ranges. C'est-à-dire un range, j'appelle quoi? Un range, vous prenez le DAX depuis 2016 ou à peu près 2015 à aujourd'hui. OK, en gros, il est entre 10 000 et ou je sais pas 9 000 et 13 000 quoi. Donc il est la plupart du temps un peu coincé dans une bande et beaucoup d'instruments sont dans cette même situation quoi. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile d'avoir des tendances et du coup, bah, vous êtes amené à moins trader. Ça, c'est un avantage d'avoir un filtre de tendance. Il vaut mieux moins trader et ne pas perdre que trader trop et perdre. Vous tradez pas les futurs US. Mich, les futurs US, je les trade dans un autre compte CFD que j'avais commencé en 2015. Par exemple, le Nasdaq, le Russell 2000 et le Wall Street. Donc, et le Wall Street était mon meilleur performeur de 2018. Donc, ce compte dont je parle, le Wall Street, c'était le meilleur performeur pour 2018. Les autres, c'était des petits gains, des petites pertes.
Et puis le Wall Street, c'était un gain relativement grand. Et donc, si, je traite les futurs US, quoi. Mais pas dans ce compte de futur, quoi. OK, alors, en vrac, quelques observations intéressantes, hein. Les grands profits se sont produits lors des phases de forte volatilité. Ça, c'est intéressant à noter, mais c'est aussi logique, puisque la stratégie, elle est conçue pour ça. Elle est conçue pour trader dans la tendance. Mais s'il n'y a pas de tendance, ben, il n'y a pas de trade. Par contre, quand il y a de la tendance, et ça, on va en parler en termes de gestion de position, on est capable d'attraper des grands profits à l'échelle du trade, mais même à l'échelle de répéter la performance jour après jour, quoi. Alors, une chose qui est très importante aussi, c'est l'opportunité. C'est-à-dire, si je ne suis pas dans le marché et j'attends que le marché bouge pour entrer dans le marché, je loupe ces journées de volatilité. Donc, il faut être présent dans le marché et ça veut dire que vous devez accepter qu'il y a des périodes, vous faites un petit gain, vous perdez, gain, perte, gain, perte, 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 gain, perte, gain, perte. Et puis vous vous retrouvez à, vous voyez votre gain qui commence à disparaître. Mais il faut avoir confiance dans le fait que la stratégie, s'il y a du mouvement, elle va vous refaire gagner. Ça, c'est une des choses que j'ai appris à travers cette expérience. C'est le concept de tendance et de suivre la tendance et de filtrer en fonction de la tendance est un concept payant, clairement. Alors, une autre chose dont j'ai parlé, c'est le concept de diversification. Donc, une année, c'est le Wall Street qui a cartonné, l'année après, c'est le Nikkei, l'année avant, c'était le DAX, 3 années avant, c'était le DAX et l'Eurostoxx. C'est jamais, on est dans le monde réel. Dans le monde réel, il n'y a pas d'égalité. D'accord? Donc, un coup, c'est l'un qui performe, un autre coup, c'est l'autre. Et à la limite, on imagine, si vous êtes un gestionnaire de fortune, ou vous travaillez dans une grande compagnie d'assurance, vous placez l'argent des gens, etc. Si vous placez l'argent sur tel instrument, vous ne le placez pas sur un autre instrument. Donc, c'est un peu normal qu'il y en ait qui performent et les autres ne performent pas. Alors, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les mêmes stratégies tendent à donner les mêmes résultats sur CFD futurs, sauf, pour moi, sauf sur le crude. Les backtests sont importants pour créer de la confiance dans une stratégie. Ça, maintenant, on parle un petit peu de la méthode. C'est très important, les backtests, pour moi. Et je résume dans les 2 points suivants. En fait, c'est quoi la philosophie qu'un backtest? Si j'ai une stratégie, vous me dites, voilà, moi j'ai cette stratégie, pas de problème. Hop, on la met en place dans la nano. On charge une centaine de jours, 1000 jours, 300 jours, ce qu'on veut, ou plutôt ce qu'on peut, et puis on garde. Si maintenant la performance est très mauvaise, à moins de changer la stratégie, vous n'avez aucune chance de gagner. Donc, si vous utilisez un backtest pour tester des idées, lui va peut-être vous révéler que peut-être vos idées ne sont pas bonnes. Et dans ce cas, vous ne perdez pas une seconde de plus avec ces idées et vous allez chercher des autres idées. Soit vous les développez vous-même, soit vous les cherchez ailleurs. Mais ça ne sert à rien de partir au combat avec une stratégie perdante. Et le backtest vous révèle si la stratégie est perdante. Donc ça, c'est un immense plus. Un immense plus. Après, il y a le revers, c'est-à-dire dans le cadre des stratégies que je viens de montrer, le backtest était positif, les résultats qui ont suivi sont dans l'ensemble positifs. Ça veut dire qu'il y a une forme d'implication. Backtest positif entraîne résultat positif. Seulement, j'ai aussi essayé d'autres familles de stratégies. Et là, j'ai pas eu un bon résultat, donc j'ai arrêté. J'ai pas attendu de perdre ma chemise, j'ai arrêté. C'était aussi avec des futurs et j'ai arrêté. Bon, je l'ai fait 3 mois, j'ai vu que chaque mois ça descendait, j'ai arrêté, quoi. Donc ça veut dire, et pourtant les backtests étaient fantastiques. Donc il faut se méfier. Un backtest, c'est très très important, mais ça ne remplace pas le réel. C'est pour ça que c'est très important, si vous avez l'ambition d'essayer de devenir bon dans le domaine du trading automatique, c'est très important. Il faut trader en réel à un moment ou à un autre. On ne peut pas juste rester dans le monde du backtest.
parce qu'un bon backtest ne veut pas dire que c'est forcément un bon résultat en réel, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de backtests qui sont bons, qui vous vont donner un bon résultat en réel. Avez-vous aussi testé Aikinashi en dynamique? Alors, ouais, Aikinashi, ouais. C'est-à-dire que, en fait, j'avais testé Aikinashi, mais j'avais testé sur une échelle plus petite, en réaction avec la baisse de volatilité, et j'avais un filtre de tendance à l'échelle horaire. Et la combinaison échelle horaire et Aikinashi 5 minutes n'a pas été convaincante au bout du compte. Alors, est-ce que peut-être le marché a changé par rapport à mes périodes de test? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que bon, j'ai arrêté. Mais c'est pas que Aikinashi n'est pas bien. C'est que dans mon cas, la combinaison des deux ne s'est pas avérée probante. Peut-être que si j'aurais essayé, bon, j'aurais toujours la possibilité de re-regarder de nouveau, quoi. Alors, les points forts de la stratégie Triline. Parlons un peu de, quand même du champion qu'est le Triline Break. Donc, vous voyez sur le côté ici, la bande verte, hop, la bougie clôture en bas, en dehors de la bande verte, c'est un signal. À l'ouverture de la bougie suivante, hein, donc le signal se fait à la clôture de la bougie. On a cassé le niveau de la bande verte. Donc, c'est une position short qui s'ouvre. Vous voyez que le stop ici va se positionner en fait. Alors, je dirais, il devrait se positionner là sur ce sommet, mais je vois qu'il se positionne sur ce sommet-là. Bon, qu'importe. Le fait est qu'il se positionne au sommet ici du mouvement précédent. Donc ça, c'est une constante avec le stop longue vie, c'est le stop longue vie, ça. Il se positionne toujours un petit peu en haut du mouvement précédent, de manière à ce que le stop ici soit pas très grand, pour minimiser le risque, réduire les coûts. Et puis, le marché remonte un petit peu, puis il descend. Et là, vous voyez, on a un objectif et un deuxième objectif. Et ça, c'est le fameux concept multi-stop, multi-target. C'est-à-dire, target, c'est objectif. Là, vous avez deux objectifs, 1 et 2. Et puis, vous avez, à cause de cela, vous avez la possibilité de capturer les grands mouvements. Je me rappelle en 2014-2015 faire le Tour de France, faire des présentations avec Eric Lefort, avec Alain Weissrock. Et puis, le thème de mes présentations, c'était capturer des grands mouvements. Il faut dire, 2014-2015, le marché était quand même beaucoup plus volatile. Et donc, on avait pendant des semaines et des mois le marché en hausse, puis le marché en baisse. Donc, ça cartonnait pas mal, quoi. Et c'est pour ça que j'avais inventé ce stop longue vie et qui est l'une des raisons du succès de cette stratégie. Hein. Et le stop longue vie, vous pouvez jeter un coup d'œil quand je vous enverrai la présentation. Sur le Trading Store, on peut l'acquérir et il est vraiment très performant, quoi. Et filtre de tendance, les périodes, ça c'est un élément très important. Oui. En termes de, oui, vous savez que je vous montre toujours la volatilité horaire. Oui. Le marché ne bouge pas de la même façon. Il n'y a pas d'égalité non plus dans la volatilité. La volatilité se concentre sur quelques heures dans la journée. Donc, ça sert à rien en règle générale, ça sert à rien de trader vraiment en dehors de ces heures, sauf cas exceptionnel, comme on le verra la semaine prochaine avec le pétrole. Mais en règle générale, on peut se concentrer sur des heures où le marché est le plus volatile. Si vous ne faites pas ça, vous créez trop de trades. Vous avez, je sais pas, 5 trades dont 3 perdants. Ça se rajoute, ça détruit votre gain. Le gain, c'est très fragile. Arriver à créer du gain, c'est très fragile. Il suffit de rajouter des trades et puis vous dilapidez votre gain et vous le reconnaissez même plus. Donc, ça, c'est des éléments très importants. OK, pour le reste, le levier, on en a déjà parlé. Alors, ça, c'est un trade gagnant. Vous voyez, 9 000 $. Vous voyez ici, 9 000 $. Donc, ça, c'est le 6 mars. Ça, c'était une des journées les plus volatiles. Donc, le Nikkei, très souvent, donc, j'ai eu beaucoup de journées où le premier trade, il faisait un trade short, il remontait,
je perdais et repartais short, et cette fois c'était le grand mouvement. Donc j'ai eu des journées comme ici où il a essayé de rebondir et puis il a baissé, puis après il a baissé toute la journée. Donc vous voyez, entre cette entrée ici, on va dire 2000, 20 800 grosso modo, et puis ici 20 300, donc ça fait à peu près 500 points. 500 points par rapport au point d'entrée, par rapport à 20 000, ça fait à 2% et demi. Donc cet objectif, il est à 2% et demi. Vers la fin du mois de mars, j'ai fait un changement, c'est-à-dire j'ai fait passer le 2,5 à 5%. Exceptionnellement, vu que les mouvements étaient si gigantesques. Et peut-être j'ai réussi à capturer un trade plus grand que 2,5%, mais en règle générale, 2,5%, c'est le réglage de mon stop. Enfin, de mon objectif, excusez-moi, d'un des contrats ici. Alors, j'utilise avec succès, Claude me dit le stop long life en manuel aussi. Très très bien, je suis très content, Claude, que vous ayez aussi une expérience positive de ce stop. Il faut que je vous quitte pour un rendez-vous. Arnaud, il n'y a pas de problème, Arnaud, vous pourrez visualiser la vidéo plus tard, la semaine prochaine. Alors, avantage de l'automatisation, vous connaissez peut-être cette slide si vous me suivez lorsque je présente des stratégies, mais en quelques mots, on libère du temps. Ça, c'est la première chose. Si vous n'êtes pas devant votre écran, vous avez du temps pour faire autre chose. Ça, c'est très, très important. Comme vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas à gérer la position vous-même, vous n'êtes pas là, qu'est-ce que je fais, etc. Eh bien, tout ce stress, vous l'éliminez. Toute cette tension, vous l'éliminez. On économise de l'argent, en réalité, parce que, à condition, bien sûr, de faire un peu des choses sensées, mais on limite le nombre de trades, on limite le risque avec des stops, en encadrant la position. Et de cette manière-là, avec un filtre flat, comme ça on ne laisse pas les positions durant la nuit. Donc on cadenasse, on encadre quand même les choses. Et ça, c'est en fait, ça a un effet d'économiser de l'argent. Parce que si vous comparez avec travailler vous-même manuellement, et soudainement vous êtes sous pression, et soudainement le marché, vous ne le reconnaissez pas, il est en train de faire des bons, et vous n'avez pas réalisé, et puis vous êtes en train de vous faire tuer, on perd beaucoup plus d'argent. Donc, en fait, l'automatisation, j'ai découvert, ça vous fait économiser de l'argent. Je l'ai dit déjà, le temps économisé, on peut l'investir, soit à boire une bière tranquille et regarder un match, ou à travailler ses stratégies, essayer d'en trouver des nouvelles, essayer de combiner des indicateurs, etc. Il y a un côté plaisant, dans le sens où, bien sûr, si maintenant je perds, ça ne sera pas plaisant, et de toute façon, si je perds de façon régulière, j'arrête. Je ne suis pas fou non plus. On n'est pas là pour se torturer non plus. Mais si on arrive à s'en sortir un peu, on a des périodes où on gagne, quand on perd pas trop, etc. Ça devient une activité agréable. C'est-à-dire, on est très curieux de voir en fin de journée. Moi, je le fais le soir quand je suis chez moi. Vers 10 heures, hop, je regarde qu'est-ce que j'ai pêché, en gros. Donc, je regarde dans la journée, je vois plus ou moins de loin qu'est-ce que fait le marché. Bon, ok. Je me doute bien, est-ce que peut-être il y a quelque chose ou pas. Bon, en général, j'ai même pas tellement le temps, quoi. Mais le soir, je prends 15-20 minutes, je vais regarder. Et alors, c'est un plaisir, hein. Bon, la plupart du temps, c'est pas toujours bon. Mais comme il y a plusieurs trades, il y a plusieurs comptes, bah, il y a quelque part quelque chose qui sera positif et donc qui fait plaisir. Donc, c'est agréable. Et pour moi, le trading, je le redis ici, c'est une activité humaine, une activité, mais vraiment qui fait appel à nos qualités d'être humain en tant qu'espèce, qui avons survécu, sommes développés, avons dominé un petit peu notre environnement. C'est-à-dire, c'est des qualités de chasse, des qualités de pêche, des qualités de décision, des qualités de chef militaire, je pourrais dire, hein. Parce que quand vous posez un piège, poser un signal, c'est comme poser un piège.
C'est comme organiser un guet-apens. C'est la même chose. Vous voyez? Donc, ça, c'est le côté un peu, peut-être, est-ce que c'est un peu un côté masculin? Probablement. Mais en tout cas, c'est quand même agréable, quoi. C'est comme si vous allez voir une ligne de, vous voyez, avec votre canne à pêche pour voir est-ce que vous avez pêché quelque chose, est-ce que c'est un petit poisson, grand poisson, pas de poisson, un crapaud qui s'est accroché au bout, vous voyez, vous, vous avez différentes possibilités et c'est toujours agréable de découvrir. En fin de compte, ça nous aide à devenir de meilleurs traders. Pourquoi? Parce qu'ici, on focalise sur les choses importantes. Les choses importantes, c'est les critères qui nous font rentrer en position. Les choses importantes, c'est des questions de comment j'arrive à être dans la tendance, ou si je ne fais pas une stratégie de tendance, mais plutôt de retour vers la moyenne, comment j'arrive à visualiser les choses, comment j'arrive à créer des conditions. Il y a plein de choses qu'on peut faire autour de l'automatisation. On peut faire une partie de l'analyse visuelle aussi. Ça, c'est une autre chose. C'est ce que je faisais en mars 2014. On observe, on se dit, voilà, il y a des niveaux, il y a des choses, et puis on arrive à poser un piège comme ça, sans avoir vraiment quelque chose de mécanique qui fonctionne chaque jour. Vous voyez? D'ailleurs, dans une des présentations qu'on a vers le mois de mai-juin, on a une présentation, c'est de l'automatisation à partir des outils graphiques. Ligne de tendance, canal, c'est très très intéressant. C'est une présentation, il y a peu de gens qui s'intéressent à ça, mais c'est exactement le sujet qu'on a là, et c'est à mi-chemin entre du manuel et de l'automatique. Parce qu'il y a la réflexion, l'analyse technique se fait manuellement, ou on va dire de visu, et puis après vous définissez des niveaux, des choses comme ça, et là vous posez vos pièges. Et alors l'exécution, c'est automatique. Donc c'est du trading automatique, mais c'est artisanal un petit peu, quoi. Et c'est très intéressant. Je vous conseille de voir la présentation. Elle sera donnée par Alain Weissrock, qui connaît bien l'analyse technique. Et vous devriez voir ça. Ça peut permettre de se lancer dans l'automatisation sans posséder encore vraiment un système complet. C'est, on va dire, une étape sur le chemin, quoi. Alors, tu dis d'arrêter quand ça ne marche pas. À partir de quel moment tu estimes qu'il faut arrêter ta stratégie? Sur les slides, il y a eu des pertes régulières sur plusieurs mois, il me semble. Pampan. Absolument. Mais au total, le compte, tu vois, je regarde le compte le soir. D'un soir à l'autre, je me rappelle c'est quoi la valeur du compte. Vu que chaque soir, les positions sont clôturées, chaque soir, je vois la valeur du compte. Et donc, j'ai en tête, je sais plus ou moins c'est quoi la valeur du compte. Donc, je sais, est-ce que je suis plus ou moins en train de gagner, de perdre. Puis pendant des mois, je suis plus ou moins entre deux niveaux. Je le vois hein, directement, je n'ai pas besoin de faire de stats. Je le sais direct parce que je connais mon compte. Mais dans le cas de la stratégie où j'ai dû arrêter, c'était différents instruments, mais les pertes étaient, il y avait peut-être un instrument qui s'en sortait un peu. D'ailleurs, c'était le mini Nasdaq, mais le reste, c'était catastrophique. C'était, enfin, pas catastrophique, mais c'était, il n'y avait pas de performance. Bon, ben, j'ai fait ça 2-3 mois. J'ai dû perdre peut-être, c'était un compte futur quand même. Donc, j'ai quand même perdu peut-être 7 000 euros ou 8 000 euros. Puis j'ai dit, bon, ok, j'arrête parce que pourquoi en perdre 15 et 20, à quoi ça rime? J'ai arrêté, j'ai un peu essayé de retravailler. Bon. Et puis j'avais l'impression que le marché avait changé. Ce que j'avais trouvé, ça ne marchait plus, tout simplement. Bon, bah, j'ai arrêté, je suis passé à autre chose, quoi. OK, alors, comment Self-Invest peut vous aider à développer des stratégies? Voilà, il y a beaucoup d'informations ici, mais il faut le voir de la façon suivante. La première chose, c'est que votre, c'est-à-dire vous êtes plein de ressources vous-même. Parce que la première ressource, c'est l'expérience. On ne peut pas vous mettre de l'expérience dans le cerveau avec un entonnoir. Ça, c'est pas possible. L'expérience, elle vient de la vie. Et vous êtes on va dire un type vous êtes les meilleurs performeurs, on va dire, quand on vous compare
avec d'autres groupes de traders chez des brokers concurrents. Okay? Selon ce que nous a dit notre fournisseur, qui est une firme beaucoup plus grande que nous, Gain Capital, qui a 130 ou 150 000 clients dans le monde, et elle compare les performances des clients de Self-Invest par rapport à leurs clients, et les clients de Self-Invest sont meilleurs que les clients, on va dire, de Gain, et ils ont des bureaux en Australie, en Singapour, le Japon, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Donc, sachez que vous êtes un groupe de gens de très grande qualité. Donc, il faut s'appuyer sur votre expérience, mais après, Self-Invest, qu'est-ce qu'il peut apporter? Eh bien, Self-Invest, il développe des stratégies, il a des vidéos, les vidéos vous montrent comment utiliser certaines de ces stratégies. Alors, il y a des stratégies qui viennent, on les a pas testées, moi je les ai pas testées, je les ai pas tradées. Certaines, ça m'est arrivé de les tester 2-3 semaines en automatique comme ça pour voir, etc. Et il y a des stratégies qu'on a développées nous-mêmes, comme le Treeline Break, etc. Des outils liés à, comme le Black Handle, qui est vraiment très, très, très intéressant. Et puis le DD, etc. Donc il y a des choses qu'on fait nous, il y a des choses que des partenaires nous amènent, etc. Donc on ne peut pas nous dire, être garant de tout ce qui est là-dedans, mais il faut le voir en termes de contenu. Et comme base de départ, expérience plus du contenu, des choses un peu, vous n'avez peut-être pas l'habitude, ça c'est très enrichissant. Après, ici, vous voyez, nous on a une façon très modulaire d'apporter les choses, d'aborder les choses, c'est-à-dire tout est bien découpé en modules. Et je dirais tous ces aspects, si vous considérez par exemple Treeline Break et vous réfléchissez à tous ces aspects et vous allez pour chaque catégorie essayer différentes possibilités, je vous fais le pari que vous allez tomber pas très loin de mes stratégies. Parce que c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pris, essayons plusieurs instruments, essayons différentes agrégations, les horaires, des filtres, différents filtres, le Treeline Break par rapport à autre chose, puis je reste sur le Treeline Break finalement. Les stops, je me fixe sur le stop longue vie, je vous conseille de faire la même chose, etc. Si on travaille toutes les possibilités, il y a de très fortes chances vous arrivez avec des résultats comme j'ai et des réglages comme je les ai, quoi. Après, il faut du matos, il faut du matériel, parce que sans matériel, on ne va pas tout poser sur un papier et puis essayer de tout faire à la main. Il faut du matériel puissant, il faut s'éduquer pour savoir comment l'utiliser. Et ça, c'est ce que nous, on vous offre. C'est pour ça qu'il y a un petit abonnement pour la Nano Full, parce qu'il y a une valeur vraiment importante pour vous aider à vos analyses, etc. Et puis, au bout du compte, je crois que c'est très important, mais que à condition qu'on ait quelque chose qui tienne un peu la route, d'essayer en réel. Ça ne sert à rien d'essayer en réel si on n'a pas quelque chose dans lequel on croit et qu'on a pu déjà évaluer. Vous voyez? Donc, il faut essayer en réel. Le paper, on peut faire aussi du paper, ne serait-ce que pour tout le côté manipulation. Mais méfiez-vous du paper parce que les exécutions, ce n'est pas la même chose que dans la réalité. Vous ne pouvez pas empêcher le fait que si vous achetez le mini Nasdaq, c'est à, je sais pas, 8000 km d'ici ou 10 000 km d'ici, c'est pas la porte à côté. Il y a quand même cette donnée à prendre en compte qui a un impact sur les cotations, etc., sur les prix d'exécution, etc. Donc, trader en réel, c'est très important. C'est pour ça que le CFD, c'est une super solution. Parce qu'on peut faire des choses petites, on gagne, on perd, c'est pas grand-chose, mais on regarde les statistiques et on regarde est-ce que nos statistiques sont bonnes. Vous voyez? Et si elles sont bonnes, alors on peut envisager d'augmenter la taille de nos positions. Soit on reste dans le monde du CFD, soit à un moment on dit bon, je passe dans le monde du futur. Vous voyez? Ça, c'est un peu ce que moi j'ai fait, comme vous l'avez vu. Je commence avec un compte, puis j'ai fait un deuxième compte, puis voilà, un autre compte, mais cette fois avec des futurs. Et maintenant, j'ai ouvert d'autres comptes, je suis en train d'ouvrir d'autres comptes parce que je travaille sur des autres stratégies un petit peu, etc. Donc, le schéma de développement, c'est un peu résumé un petit peu dans ce tableau, quoi. Alors, vous connaissez le backtest, hein, donc tous les éléments du backtest. L'analyse sensitive qui est si puissante, ça c'est mon outil numéro 1 dans le travail de
découverte, d'élaboration d'une stratégie. C'est l'analyse sensitive. L'optimisation, je l'ai déjà utilisé. C'est aussi très intéressant, mais il faut limiter. Allez, vous limitez 2-3 paramètres. Je cherche la meilleure combinaison pour 2-3 paramètres. Ben, vous utilisez l'optimisateur. Il vous trouve la solution. Il vous prend 15 minutes. Vous allez boire une bière, vous revenez, il vous a trouvé la solution, vous pouvez continuer, quoi. Donc, c'est très, très puissant, des outils très, très puissants. Chaque jour, je réalise comme je suis chanceux d'être le propriétaire de NanoTrader. Oui. Le trading est une passion. NanoTrader est un outil exceptionnel. Mon associé et moi-même avons acheté NanoTrader il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Et nous sommes tellement contents, et que ce soit pour ce que ça donne à nos clients, mais aussi pour ce que ça nous donne à nous-mêmes, parce qu'on aime bien travailler avec. OK, alors, le dernier aspect, c'est quand on arrive à un niveau, on peut faire tourner une plateforme à la maison en mode auto, il n'y a aucun problème. Mais on s'aperçoit souvent qu'on a besoin de l'ordi, quelqu'un télécharge une vidéo à la maison, soudainement ça nous ralentit, on a un problème de connexion, etc. Donc, on a un service, le cloud, anciennement VPS, sur lequel vous pouvez mettre votre plateforme, elle tourne en mode auto, vous intervenez à distance, dans la journée ça tourne, vous êtes à votre travail, c'est parfait, ça marche très bien, je l'utilise depuis 2014, ça marche très bien, et franchement, même quand il y a une petite déconnexion, le niveau, on va dire, de performance, aussi bien avec le côté CFD qu'avec le côté futur, le niveau a augmenté, ce qui fait que là où il y a peut-être 5 ans, une coupure et puis vous deviez relancer, de nos jours, une coupure, il y a 9 chances sur 10 que la nano a réussi à reconnecter avec le serveur d'ordre et le serveur de cotation, et donc ça continue juste de trader et ça continue de recevoir des cotations. C'est vraiment un service super, quoi. Alors, j'arrive au bout. Mes excuses, j'ai dépassé un tout petit peu de 14 minutes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à ma conclusion. Ma conclusion, vous la connaissez, c'est simple. Je vous tends la main. Oublions le corona pour une seconde. Je vous tends la main, je vous dis bienvenue chez nous. Qu'est-ce que vous avez à hésiter encore pour devenir, on va dire, client de Self-Invest, pour, comme avec des milliers d'autres, en fait, travailler à devenir un meilleur trader, parce qu'au bout du compte, c'est ça qu'on essaie de tous accomplir, c'est de devenir meilleur dans ce qu'on fait, et pour cela, on a besoin de pratique, on a besoin de bonnes exécutions, de bonnes plateformes, un bon service, de compétences, des gens qui sont capables de vous aider, de vous répondre rapidement, précisément, des gens qui sont formés, des gens qui aiment ça. Et bien sûr, il faut du contenu. Il y a beaucoup de contenu sur notre chaîne YouTube, des vidéos, on va dire, qui ne sont pas des vidéos vraiment de promotion à proprement parler. C'est beaucoup de vidéos qui sont des descriptions d'applications de stratégie. Semaine prochaine, on va faire une présentation, je ferai une présentation sur le US crude, sur le pétrole. Vous verrez, c'est très intéressant. Et donc, je vous invite en conclusion à devenir client de Self-Invest. Comme je l'ai entendu aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez à perdre? Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, bonne fin de semaine, et bonne, comment dirais-je, bon déconfinement. Au revoir.